Allez, bienvenue dans cette deuxième partie dédiée aux routeurs solaires on-grid. Et dans un premier temps, on va revenir un peu à toutes les notions, les normes qui lient un peu les transformateurs électriques au niveau de votre quartier et votre habitation. Alors tout d'abord, ces derniers transformateurs en bout de chaîne, proches de votre voisinage, et d'une manière générale, tous les transformateurs sont dimensionnés en termes de puissance apparente S, qui s'exprime en volt-ampère. Voilà. Et du coup, on rappelle également que cette puissance apparente, s'écrit évidemment avec cette forme intégrale, mais aussi peut s'écrire au travers de quoi? D'une somme vectorielle de la puissance active, celle qui est consommée par vos charges, mais également la puissance réactive, et si vous avez des charges non linéaires, également la présence de cette troisième puissance déformante D. Ce qui est important également, c'est que du coup, ces deux derniers termes peuvent entraîner des pertes par effet Joule. Et donc du coup, ces termes-là doivent être pris en compte dans le dimensionnement du transformateur et dans le dimensionnement des câblages. Et donc du coup, c'est ce qui permet, ce sont ces quantités-là qui permettent d'établir les règles de dimensionnement. Enfin, pour la partie puissance réactive, il y a quand même des possibilités de l'annihiler en partie en installant en amont des consommateurs qui génèrent ces puissances réactives, des armoires à condensateurs, donc ce qui permet de limiter leur effet. Alors, en termes de tarification, d'abonnement, on en trouve trois types. Les deux premiers pour plutôt les industriels. Donc, le tarif vert pour les grosses installations supérieures à 250 kVA. Et là, en tout cas, vous avez deux facturations, une pour la puissance active et une puissance réactive. Donc, du coup, ça oblige indirectement, ça force, on va dire, ça contraint indirectement les industriels à s'équiper de ces fameuses armoires de condensateurs pour minimiser et annihiler en tout cas cette deuxième partie de facture. Une solution, une facturation intermédiaire, c'est le tarif jaune, donc c'est pour les installations entre 36 et 250 kVA. Là, il n'y a pas forcément de facturation propre à la partie réactive, mais il y a des termes de pénalité si votre cost fee est inférieur à une certaine valeur. Et du coup, ça peut faire augmenter votre facture jusqu'à 60% si le cost fee n'est pas bon. Et donc, quelles sont les valeurs limites de cost fee acceptées? Pour les hautes tensions, il faut qu'il soit supérieur à 0,93. Et pour les basses tensions, supérieur à 0,95. Donc si vous avez un cost fee malheureusement inférieur à ces deux seuils, vous allez avoir une augmentation de votre facture. Enfin, pour les particuliers, c'est le tarif bleu, limité à 36 kVA en triphasé. Il n'y a pas officiellement de surfacturation liée au facteur de forme, liée à un cost fee qui est dégradé. D'accord? Donc, et ça, c'est les règles de la NFC 1500 qui s'appliquent pour les raccordements au réseau. Et du coup, dans cette norme-là, il n'y a pas non plus d'obligation d'avoir un facteur de forme minimum pour les habitations domestiques. Alors, ce qui veut dire que les transformateurs électriques basse tension qui se trouvent dans votre voisinage, les HTA-BT, ne sont pas forcément équipés de dispositifs pour absorber ce cost fee, donc pas forcément de présence de condensateurs. Et voilà, donc c'est un élément important. Alors, que nous dit en particulier la norme NFC 1500? Elle nous dit que, voilà, je vais la lire, que tout matériel doit être conforme à la norme européenne en premier lieu, ou également en termes de documents d'harmonisation HD. Voilà, approprié qu'ils en soient. Donc s'il n'y a pas de norme européenne pour un appareil donné, pour un système d'appareil donné, du coup c'est la norme nationale qui prend le relais. Voilà. Et si non plus il n'y a pas de norme nationale, alors il y aura, on prendra des normes européennes pour d'autres pays, donc les CEI. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut déjà conclure de ces premiers arguments? Contrairement aux habitations aux industriels, pour les habitations particulières, il n'y a pas de contrainte clairement établie sur le facteur de forme. Et en clair, c'est la norme CEI 61000-3-2 qui s'applique dans notre cas.
Également, sachant que on n'est pas censé avoir des facteurs de forme défavorables, eh bien, il n'y a pas forcément de système de compensation de puissance réactive au niveau des transformateurs électriques. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de bobines, etc. Donc, qui pourraient être échauffés par la présence de notre routeur solaire. Le cas présent, s'il y a injection de charge non linéaire qui va également produire des harmoniques. D'accord? Donc, il n'y a pas de quoi vraiment faire échauffer quelque chose qui n'est pas présent dans cette dite transformateur en bout de chaîne. Alors, qu'est-ce qu'on peut aussi continuer à dire sur cette norme 1500, en fait, et notamment la présence du routeur solaire dans ce système-là, dans ce schéma équivalent électrique. Alors, on va supposer qu'il y a un système solaire assez conséquent, on va dire capable de produire plus de 3 kW, voilà, pour être capable par exemple d'alimenter un direct à 100% un ballon d'eau chaude avec une puissance nominale P0 à 3 kW. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on va se placer dans un cadre assez défavorable, ça veut dire un petit transformateur de lotissement avec quelques habitations, voilà, et aussi des habitations, on va dire, sans chauffage électrique, et donc qui nous impose un abonnement sur notre ligne maximum à 6 kVA. Alors vous allez voir que cette restriction, en fait, ça joue en défaveur des analyses qu'on va faire sur le routeur solaire. Et en fait, comment Enedis calcule la puissance du transformateur installé dans sa configuration pavillonnaire, il utilise un coefficient de foisonnement, c'est-à-dire qu'il sait très bien que Enedis, pas toutes les charges des maisons vont consommer en même temps à pleine puissance, donc on peut légitimement appliquer un facteur de foisonnement. Et donc, quel est-il? Quand on regarde la norme NFC adéquate, on voit qu'entre 2 et 4 habitations, le coefficient de foisonnement est à 1, et puis entre 5 et 9, 0,78, et puis on voit des valeurs décroissantes en fonction du nombre d'habitations qui augmente. Donc, si on prend par exemple un cas à peu près mon médian d'un lotissement de 14 habitations, on voit que le transformateur qui sera associé sera de 6 kVA, donc 6, voilà, fois 14 habitations, fois ce facteur de foisonnement 0,63, ce qui nous fait un transformateur d'à peu près 53 kVA, voilà, donc à peu près 230 ampères au total, et qui fait que ramené à chaque habitation, ça fait à peu près 3,78 kVA disponibles en permanence, entre guillemets, en réserve pour chaque habitation. D'accord? Donc des volts ampères. Donc il intègre également un peu puissance apparente, etc. Alors, fort de ce résultat, on va voir un peu qu'est-ce qui se passe au niveau du schéma, de la topologie de raccordement à votre habitation. Donc ce schéma représente quoi? La connexion au réseau ici, voilà une ligne principale qui vient de votre transformateur, et enfin vous avez votre, avant d'arriver à votre habitation, à votre différentiel à 500 mA, vous avez deux liaisons, la liaison A du réseau, on va dire du transformateur, à votre boîtier de raccordement, coffret de raccordement, voilà, qui est généralement installé en limite de propriété, et puis une deuxième partie appelée liaison B, donc là c'est qui est entre ce coffret et votre tableau principal. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que déjà en amont de cette liaison AB, Enedis vous garantit que au maximum vous allez avoir une chute de tension de 5%. Voilà, donc ça, au niveau de notre transformateur, ils ont fait les calculs pour dimensionner les choses pour que vous ayez moins de 5% de chute de tension. Donc ce qui équivaut, si qu'on calcule un peu la résistance équivalente associée, à peu près, la ligne est à une impédance de 50 milliohms jusqu'au point réseau. Après, tout ce qui est câblage en aval de ce point-là, donc pour la partie liaison AB, il faut savoir que la norme NFC nous oblige que il va falloir câbler au minimum pour transmettre une puissance apparente de 18 kVA en monophasé ou 36 en triphasé. Donc la liaison A, c'est la propriété de Enedis, donc c'est eux qui vont installer le dimensionnement des câblages qui vont avec. Par contre, la liaison B, c'est vous qui êtes propriétaire du câble. Par contre, le diamètre du câble, vous êtes imposé justement pour vous garantir la transmission de cette puissance de 18 kVA en monophasé. Et cette longueur de câble doit être de 30 mètres maximum. Voilà. Alors, à fort de ces résultats, on nous dit que pour respecter la norme NFC, il va falloir une chute de tension admise que de 2 volts au bout de ces 30 mètres, au bout de la liaison B. Voilà. Et donc, du coup, si on a plus, il faudra augmenter la section de câble, passer par exemple de 16 carrés à 25 mm carrés par exemple.
Alors, lorsqu'on regarde un peu les choses, lorsqu'on calcule un peu les choses, on voit que pour la liaison AB, eh bien, on a aussi une impédance d'à peu près 25 milliohms à rajouter, ou 50 milliohms, que l'on a déjà jusqu'au réseau. Donc voici une topologie de ces habitations. Vous avez votre transformateur, les coffrets de raccordement là de chaque pavillon, et puis vous êtes par exemple celui-ci, un de ces 14 là, pavillon. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, notre installation solaire, elle va être rattachée ici, voilà, avec son compteur Linky qui va être proche de l'habitation, et puis autour de nous, ben, vous avez d'autres consommateurs hein, qui est raccordé un peu à ce même transformateur. Alors, du coup, eh ben, on va essayer d'approfondir les choses. Quel est l'impact de notre routeur solaire à injection dans cette topologie d'ensemble? Donc, on va utiliser évidemment un routeur à triac et sans partie de filtrage particulier, donc un simple triac. Alors, vous savez que ce routeur solaire travaille à une puissance active mesurée au niveau de votre Linky, de votre tableau électrique, à 0 watts. En tout cas, il va essayer d'équilibrer les choses. Et ce qu'il faut bien comprendre dans cette topologie là que je vous ai montré dans le graphique précédent, c'est qu'il y a pas mal de consommateurs, les 13 autres pavillons par exemple, et vous aussi, parce que vous consommez au travers de votre ballon d'eau chaude, c'est clair, mais vous avez d'autres charges dans la maison. Mais il y a également la présence de deux générateurs, le transformateur électrique ici basse tension, hein, on a vu ça en amont, et également votre centrale de production solaire qui est là. Et donc on va avoir la cohabitation de ces deux générateurs et l'ensemble de ces consommateurs. Alors, en particulier, vous savez que le routeur solaire, à base de triac, va réguler un peu la puissance qui va être envoyée au ballon, au travers de quoi, ou en tout cas réguler pour minimiser, pour que la puissance active mesurée au point Linky soit à 0 watt, va jouer sur le fameux angle alpha, qui peut prendre donc une valeur entre 0 et pi, d'accord? Et on sait que par exemple quand alpha est proche de 0, ça veut dire que j'ouvre complètement, je fais passer le courant quasiment sur toute la sinusoïde, et donc du coup je récupère une puissance quasiment proche de P0, voilà, très très proche, on sera légèrement en dessous, mais très proche de P0, et à contrario, lorsque alpha est proche de pi, le triac est quasiment jamais passant, et donc du coup on a une puissance sur le ballon qui est proche de 0 watt. Et pour notre étude, on va se placer encore une fois dans un cas assez très défavorable, c'est-à-dire qu'on va essayer de se placer par rapport aux séries de Fourier sur le triac. On a vu que l'intensité de l'harmonique 3 c'est la plus puissante, et donc on va essayer de se placer au point P0, puissance solaire égale P0 sur 2, et qui correspond à un angle d'ouverture du triac à 90 degrés, c'est-à-dire à pi sur 2. Alors, là, voici le schéma électrique équivalent de tout le système intégrant votre routeur. Et donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce diagramme? Tout d'abord, il y a deux parties. Une partie verte qui va être associée au générateur Enedis, votre transformateur, et une partie rouge qui va être associée à votre générateur solaire, ici symbolisé par les panneaux solaires ici. Donc, votre transformateur ici, c'est le point 4. Votre centrale de production, c'est le point 3. Et qu'est-ce qu'on voit au milieu? On voit notre compteur Linky qui est le point 5. Mais on voit également deux types de consommateurs. Par exemple, ici, dans votre quartier pavillonnaire, vous avez les charges que j'appelle charges réseau qui sont associées aux autres charges des autres pavillons, et également notre charge liée en sortie de triac, c'est-à-dire votre ballon d'eau chaude. Donc, moralité, vous voyez au niveau des flèches que le générateur Enedis peut alimenter non seulement les charges d'habitation, ça c'est clair, mais également, on le verra après, une partie également peuvent alimenter votre ballon. Et également, votre centrale photovoltaïque va alimenter évidemment le ballon, mais également, on va le voir, va pouvoir injecter du courant sur les autres habitations. Donc, chaque générateur peut alimenter potentiellement deux charges, exactement. Et ce sont chaque fois les deux mêmes charges. C'est ça qui est intéressant, qui est mutualisé. Et donc, vous avez ce point 5 central. Avant d'analyser chacun des points, on va d'abord faire une remarque très importante. Pour une bonne compréhension des courants, pour un souci de simplification, seuls seront représentés les courants qui sont en lien avec qui sont impactés par le routeur solaire. Donc il existe d'autres courants liés par exemple à toutes les charges des autres maisons du voisinage qui ne sont pas représentés, et ça représente d'ailleurs des courants les principaux en termes d'intensité électrique. Et donc voilà, on se placera dans ce cadre-là.
Alors, on va commencer par le premier point, le point 1 dans le diagramme, que j'appelle e-routeur. Donc c'est quoi? Eh bien, c'est qu'est-ce qui sera amené, alimentera votre ballon d'eau chaude sanitaire. Et en fait, on l'a vu par le diagramme, chacune de ces charges va être alimentée par soit le Enedis, soit votre centrale de production. Et en particulier, en fait, pour notre ballon, eh bien, notre ballon va être alimenté par deux courants qui seront non nuls uniquement pour les instants entre alpha et pi, c'est-à-dire au moment où le triac devient passant. Donc ce premier courant, eh bien, il vient de votre centrale photovoltaïque. Ici, c'est le courant rouge. Dès que le triac devient passant, toute votre production solaire PS va dans votre ballon, et si besoin, eh bien vous avez, pour complémenter votre installation solaire, vous avez IEB qui viendra de votre transformateur. Donc on le voit mieux en détail sur ce graphe. Vous avez en rouge la puissance, en tout cas un courant associé à votre partie solaire. En vert, vous avez le complément à la courbe rouge. Pourquoi? Pour obtenir cette courbe noire, ce qui permet, si on intègre cette courbe noire à partir de l'ouverture alpha, ce qui me permet d'avoir une puissance solaire PS. Donc on voit qu'il y a l'addition à partir des instants alpha jusqu'à pi de ces deux courants IEB plus ISB, donc e-routeur, c'est bien la somme des deux. D'accord? Donc on a la contribution de deux générateurs qui viennent s'additionner. Alors pour le point 2. Donc le point 2, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est ce que va recevoir les différentes charges réseau, les charges de vos voisins. Là, ici, c'est un cas un peu différent. Pourquoi? Parce que vos voisins vont recevoir deux courants, mais ils ne vont pas s'additionner au même moment, ils vont se compléter. Alors, cette première partie de courant, qu'est-ce que c'est? Symbolisé ici par le soleil, c'est votre système photovoltaïque, votre routeur, votre onduleur solaire, qui, pendant la 0 jusqu'à alpha, pendant que votre triac est ouvert, va injecter du courant dans le réseau. Et donc, qui c'est qui va le récupérer? Ce sont vos charges de votre voisinage. Et donc, ici, on va dire entre 0 et alpha, c'est bien votre centrale solaire qui va alimenter, évidemment en partie, vos charges de voisins. Et puis, qu'est-ce qui se passe entre alpha et pi? Eh bien, on sait que la production solaire va dans la résistance du ballon, et donc ici on aurait un creux potentiellement, un vide, et c'est là que Enedis immédiatement vient compléter le courant entre alpha et pi. Donc moralité, on a bien complétion des deux courants. Donc ici c'est symbolisé par le plus, mais c'est plus une complétion. Une partie qui vient de votre charge réseau qui sera alimentée directement par votre injection de votre centrale photovoltaïque, et l'autre partie qui vient de votre transformateur. Et on voit que la recomposition des deux fait qu'on a au niveau de votre charge de réseau un courant parfaitement sinusoïdal. Donc ce qui veut dire que pour votre voisinage, il n'y a pas de perturbation qui vient par le truchement de votre routeur solaire. Alors au point 3, on a à peu près le même type de raisonnement, mais c'est ce qui se passe, on va dire, pour la partie générateur, donc votre onduleur. Qu'est-ce qui se passe? On a bien également pas une superposition, mais on a une complétion des deux phénomènes. Donc on a un premier courant ISCR pour les instants T à partir entre 0 et alpha, qui dit quoi? Que c'est votre onduleur qui vient alimenter les charges de votre voisinage, d'accord? Et puis dès que votre onduleur va aller alimenter votre ballon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ici, votre onduleur, une fois qu'il est entre alpha et pi, il change de destinataire du courant, c'est-à-dire c'est plus votre voisinage qui l'alimente, c'est votre ballon. Donc en fait, pour lui, c'est une continuation des échanges de courant. Et à part que dans cette première partie, le destinataire de votre injection, c'est vos voisins. Et à partir de là, c'est plutôt de l'autoconsommation puisque ça est envoyé dans votre ballon. Et en fait, pour votre onduleur, ça reste une sinusoïde parfaite. Il n'y a pas de souci. D'accord? Donc, c'est ça qui est intéressant. Ce qui veut dire que si dans votre habitation, je dois alimenter d'autres charges, c'est pas un souci parce que la courbe en courant n'est absolument pas affectée par la présence de votre triac.
enfin, ce qui va être vraiment très intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau du point 4. Donc le point 4, c'est le côté transformateur Enedis. D'accord? Et là, on va avoir également une addition de 2 courants. Donc là, c'est plus une complétion, c'est bien une addition de 2 courants. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au niveau de votre transformateur Enedis, eh bien, vous avez d'abord un premier courant qui est généré par votre transformateur, c'est celui-ci, c'est IEB. Quel est-il? C'est le courant qu'il doit donner à votre système pour aller compléter le courant solaire qui permet d'aller alimenter votre triac pour obtenir une puissance PB. Donc vous savez, hein, pour obtenir ça, vous aviez dû donner un petit bout, et bien c'est Enedis qui vous le donne. Et le deuxième partie de courant, que j'appelle IECR, eh bien c'est le courant que je dois donner à vos charges réseau pour aller compléter la sinusoïde, ok, parce que la première partie avait été donnée par votre centrale solaire. Donc on le voit bien ici, donc là c'est ce qui est envoyé en pointillé à votre ballon, ok, et là c'est ce qui est envoyé à votre voisinage. Et donc on a bien la somme des deux. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien on obtient encore ce signal en triac, et si vous l'intégrez, ça me donne une même puissance ballon. Moralité, la puissance ici d'intégration de cette courbe noire me donne exactement la même valeur qu'au point 1, ici, exactement. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a équilibre des puissances, et c'est ça qui est important. Ou, autrement dit, au point 4, eh bien c'est exactement ce qui se passe au point 1, et donc ça veut dire que Enedis, lui, ce qu'il voit de votre routeur solaire, c'est également un triac, ni plus ni moins, d'accord? Donc le comportement des effets en termes d'harmonique, que sais-je encore, de puissance déformante, etc., de votre routeur solaire pour le transformateur Enedis, c'est un triac, c'est les mêmes effets, très important. Alors on va continuer quand même un peu, et on va essayer d'analyser, de faire un petit bilan de ce qu'on vient de voir. Donc on vient de voir qu'il y a des recombinaisons qui s'opèrent, soit des additions de courant, soit alors des complétions de courant pour former des sinusoïdes parfaites. Et en tout cas, le bilan de puissance est parfaitement équilibré parce que le point 1 est égal au point 4 en termes de puissance et le point 2 est égal au point 3 en termes de puissance aussi. Et c'est ça qui est intéressant. Et finalement, c'est le transformateur Enedis qui va absorber, par exemple, toutes les harmoniques qui va être générées par le truchement du triac. Donc c'est comme s'il y avait une translation dans l'espace, et des harmoniques générées au niveau de votre routeur, au niveau du transformateur, et rien d'autre. Je dis bien rien d'autre, on va voir un peu les choses après. Donc bonne nouvelle, première bonne nouvelle, les équipements de votre voisinage, comme il reçoit une onde parfaitement sinusoïdale en termes de courant, ils ne subissent aucune perturbation, il y a parfaitement recomposition. Et la partie installation solaire, aussi, les autres charges associées à votre installation solaire ne subissent rien. Donc vous n'allez pas griller votre frigo à cause de ça, parce qu'on a une onde aussi parfaitement sinusoïdale en termes de courant. Donc seul le transformateur Enedis voit ce fameux THDI associé aux harmoniques liées à votre triac. Ok, donc il y a quand même quelque chose de très important, c'est qu'on n'a pas encore parlé du point 5. Le point 5, c'est le point milieu. Et pourquoi il est important? Parce que d'abord, c'est là où est installée la pince ampérimétrique de votre routeur à injection, enfin un routeur solaire, d'accord? Lui, son but du jeu, c'est essayer de mesurer la puissance pour avoir une puissance, alors je l'appelle P-Link, une puissance active à 0 watts, et c'est le point central. Et c'est aussi très important parce que la majorité des vidéos qui sont sorties sur le routeur solaire n'ont fait une analyse qu'en ce point 5. D'accord? Donc ça va être très important. Alors qu'est-ce qu'on sait ici sur ce point 5? Eh bien, lorsqu'on regarde un peu en détail, eh bien, il va y avoir également deux types de générateurs qui vont contribuer. Alors quels sont-ils? Eh bien, on va dire sur la première partie de la période, c'est-à-dire entre 0 et alpha, eh bien, vous avez votre système photovoltaïque qui est en injection. Il va injecter où? Eh bien, il va injecter sur les charges réseau, sur vos voisinages. Voilà. Et puis entre alpha et pi, là du coup vous basculez votre production photovoltaïque immédiatement sur votre ballon et donc vous c'est injecté dans votre charge domestique au niveau du ballon. Et donc qu'est-ce qu'on voit? On passe d'une partie générative dans le sens des courants. Donc on devient générateur entre 0 et pi, entre 0 et alpha, et puis on devient consommateur entre alpha
et pi, d'accord? Et donc, c'est ce qu'on voit ici. On retrouve les fameuses courbes données par Guillaume, où on voit tout ce qui est en rouge, et ben là, on injecte, et tout ce qui est en vert, on consomme. Alors là, je vous l'ai sorti au fameux point P, production solaire égale à P0 sur 2, et un angle d'ouverture à 90 degrés. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Eh ben, lorsqu'on va calculer, par exemple, les airs, on va avoir un certain équilibre entre les deux, donc on comprend bien que la puissance active ne sera pas impactée par le fait qu'il y a à tour de rôle le passage d'un parti générateur à consommateur. Or, la puissance active, ça va être une autre histoire. Donc, on se retrouve bien avec les courbes données par Guillaume et Pierre, il n'y a pas de souci, mais ces courbes sont valables uniquement sur le point 5. Et donc, ben, c'est là que finalement l'intérêt de les vidéos que je sors est important, puisque au ce point de Linky, qu'on a vu qui était la somme de ces deux courants, en fait, on comprend ou on devine que finalement il n'y a que Enedis qui va aller compléter les choses. Il n'y a qu'une seule générateur qui va aller vous permettre de fournir votre puissance ballon PB, la courbe en noir. Et en fait, non, il y a une deuxième contribution, il y a le deuxième générateur qui vient s'additionner à votre transformateur Enedis. D'accord? Donc il ne faut pas oublier le deuxième générateur, le point 3, pour aller, in fine, produire votre puissance PS, d'accord? Pour le ballon. Et on vient de le voir au travers point, on l'analyse en différents points. Le point 5, le point Linky, ne correspond pas à ce qui se passe au niveau du transformateur électrique. D'accord? Et c'est pas non plus ce qui se passe au niveau de votre courant onduleur. D'accord? Donc c'est un artefact, c'est un point transitoire, c'est un point intermédiaire qui n'est pas représentatif. Donc ça veut dire que si on place des appareils de mesure en ce point-là, un laser de spectre, calculer une intensité efficace, que sais-je encore, en fait, on va avoir quoi? On va avoir à l'intérieur de cette demi-période, eh ben, le passage de générateur à consommateur, d'accord? Et du coup, ben, lorsqu'on va par exemple calculer une puissance apparente, on va avoir des phénomènes qui vont aller se superposer et s'additionner, et donc du coup, on risque de faire des erreurs d'interprétation. Donc, du coup, en particulier, eh bien, si on calcule cette fameuse puissance apparente, eh bien, on voit quoi? Par exemple, ici, cet air-là en injection va passer positif, parce qu'on a un terme dans l'intégrant avec le terme I carré, et du coup, on va pas pouvoir faire le distinguo entre qu'est-ce qui a été donné à votre voisinage et qu'est-ce qui a été récupéré en autocombustion sur votre ballon. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça travaille à des instants différents. Voilà, donc c'est ce qui est écrit ici. Si vous calculez le courant efficace au point Linky, eh ben vous allez être complètement, vous allez additionner ces deux phénomènes-là. Et ce qui est pas bon, et ce qui est faux, parce que soit vous êtes dans un mode générateur, soit vous êtes dans un autre, à des instants différents. D'accord? Et donc ça, c'est ça qui est intéressant. Alors, on va continuer un peu l'analyse et notamment travailler au point 5. Pourquoi? Parce que c'est là où se fait la régulation de votre routeur solaire. Et donc on rappelle qu'on a la somme des deux courants, I-Linky, c'est IEB plus ISCR. Et vous savez que le routeur, il va essayer, en fonction de la puissance solaire PS courante, il va essayer d'adapter votre angle alpha afin d'avoir P-Linky proche de 0. Alors je vous ai représenté sur cette graphe, sur cette carte ici, où au niveau de couleur, vous avez des puissances actives, donc qui va de 3000 watts à moins 3000 watts, et vous avez quoi? La valeur de la puissance active, donc l'intégration du UI, ou le I, enfin c'est I-Linky avec cette formule-là, pour différents angles d'ouverture de triac entre 0 et 180 degrés, mais également pour plusieurs valeurs de la puissance solaire entre 0 watts et 3000 watts de puissance solaire potentielle. Donc on voit par exemple lorsque la production solaire est maximum, proche de 3000 watts, qu'est-ce qu'on voit? C'est que votre triac, vous avez intérêt à l'ouvrir, très peu l'ouvrir, enfin l'angle alpha est proche de 0, du coup dans ce cas-là, votre
puissance active sera proche de 0. A contrario, si vous n'avez quasiment pas de production solaire, ça veut dire que votre triac, vous allez l'ouvrir avec une valeur d'alpha proche de pi sur 2. Et donc ce qui est intéressant dans cette courbe, dans cette carte, c'est de se placer au point milieu, ce qu'on appelle une courbe isoplète. Ce qui est représenté ici par la courbe en noir, c'est la courbe sur laquelle votre puissance active est proche de 0 watts. Ici 0,001 watts. D'accord? Donc c'est sur cette courbe qu'en fait, si votre algorithme de régulation de votre routeur solaire fonctionne bien, va travailler. C'est-à-dire que par exemple pour une puissance solaire donnée, disons 2000 watts, il va vous par exemple déterminer l'angle alpha optimal pour laquelle, si vous mesurez la puissance active à cet endroit-là, dans votre tableau Linky, vous ayez quelque chose proche de 0. Et donc le but du jeu, c'est votre régulation solaire, c'est de se balader le long de cette courbe. D'accord? Donc on va la garder cette courbe, elle est super intéressante. Et notamment, on va regarder ce qui se passe, notamment au point Linky, mais toujours en termes de puissance apparente. Donc là encore, je vous ai calculé toutes les combinaisons PS avec l'angle d'ouverture. On obtient ce genre de courbe avec des 3000 VA ici, des 3000 VA ici. Mais nous, on se place et on va se regarder uniquement au point de fonctionnement du routeur, c'est-à-dire sur la courbe P-Linky égale 0. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je vous ai sorti sur la figure de droite les valeurs de la puissance apparente interpolées le long de cette courbe. C'est ce qui vous donne la courbe rouge. Et qu'est-ce qu'on remarque? On voit que cette puissance apparente prend son maxima avec des très grandes valeurs de l'ordre de 1500 VA à 90 degrés en angle d'ouverture. Par contre, regardez, si j'interpole cette courbe-là, sur la première courbe précédente ici, je récupère la puissance active, on voit bien qu'on a une courbe proche de 0 ici. Donc c'est vraiment là où le régulateur travaille. Alors qu'est-ce qu'on peut conclure sur cette courbe rouge de puissance apparente? On voit qu'elle prend de très très grandes valeurs. Et donc effectivement, si on regarde uniquement la puissance apparente calculé au point Linky, on va crier au loup puisqu'on a des très très fortes valeurs de l'ordre de 1500 VA ici. Et donc du coup on va dire attention, le routeur solaire est très dangereux parce qu'il va échauffer les câbles, que sais-je, etc., etc. Et pourquoi? Parce que on a vu au travers de la I efficace, on a la contribution des deux parties, générateur et consommateur, et qui additionnent les effets. Et du coup on n'a pas tenu compte de distinguer les choses. Et du coup, on se retrouve avec des voltampères qui sont monstrueux. On a dit, c'est pas ce qui se passe au niveau du transformateur, et c'est pas ce qui se passe au niveau onduleur. Donc ce point Linky, en termes de puissance apparente, c'est pas représentatif non plus. D'accord? Et donc du coup, on peut être réduit en erreur. Alors, je vous ai aussi également sorti d'autres courbes au point Linky, histoire de, mais toutes ces valeurs-là, même si je les interpole le long de ces courbes, sont absolument pas représentatives de ce qui se passe côté transformateur Enedis, ni de ce qui se passe côté onduleur. D'accord? Vous avez ce genre de courbes. Voilà. Alors, ce qui va être plus intéressant, évidemment, je pense que vous l'avez compris, c'est se dire, mais ces valeurs-là, cette courbe-là, il faut que je la récupère où ça? Non pas au point Linky, mais au point Enedis, au point transformateur électrique. Et donc, c'est ce que je vous montre sur cette courbe-là, sur cette figure-là. Qu'est-ce que vous avez? Toujours pour un jeu des couples d'angle d'ouverture et puissance solaire, vous avez la puissance active calculée. Alors, vous voyez ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est que cette valeur-là de puissance active, comme vous avez des bandes comme ça de couleur verticale, c'est qu'elle est indépendante de la puissance solaire. Pourquoi? Parce qu'on a vu que pour le point 1, vous avez l'addition de deux courants. Et donc, lorsque, par exemple, vous donnez un peu moins au ballon, ça sera pour compléter la sinusoïde, vous allez donner un peu plus à la charge réseau. C'est pour ça que vous êtes indépendant de la puissance solaire. Mais au bout du compte, vous avez un triac. Et donc, ça veut dire quoi? Que dans la figure d'après, je vais aller interpoler la puissance active calculée au point Enedis, interpoler le long de cette courbe P-Linky égale à 0 watts. Et donc, je vais vous faire également la même chose au niveau de la puissance apparente calculée au niveau du point Enedis. Elle est là. On voit que la bande jaune est aussi verticale, mais un petit peu plus large. Donc ça veut dire qu'il y a un peu plus de puissance apparente. Et lorsqu'on vient interpoler les courbes P-Linky égale 0 watts à la fois sur la puissance active et sur la puissance apparente, on obtient ces deux courbes. En bleu, la valeur interpolée de la puissance
active, en rouge la puissance apparente. Et qu'est-ce qu'on remarque? Ben, ce sont typiquement des courbes liées au triac, ce qui est normal puisque le routeur se comporte au niveau du transformateur Enedis comme un triac. Et on voit que ben, quand alpha est proche de 0, quand on envoie pleine puissance, les watts, grosso modo, est égal au volt ampère. Et après, ben, lorsqu'on a des angles d'ouverture, ben, il y a un distinguo jusqu'à se rejoindre pour alpha égale proche de pi. Ces courbes-là ont été données également dans les vidéos de Pierre sur le routeur solaire. D'accord? Donc on y retrouve. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, si on calcule par exemple la différence de la puissance apparente Enedis moins la puissance active Enedis, toujours au point P égale 0 watt, eh bien, on se retrouve avec cette courbe en bleu. Et on voit que ben, le maximum que l'on obtient, c'est plus de 1500 voltampères, comme on a malheureusement conclu si on avait fait que l'analyse au point 5, mais c'est que de 750 voltampères. D'accord? Et pour un angle de 114 degrés. Et si on regarde en termes d'harmonique I3, l'impact de TDHI, ben on voit que ben, le maximum, c'est à 90 degrés. Ça, on avait vu ça dans la première vidéo. Donc, moralité, regardez, si on se met à 90 degrés, ben, on est de l'ordre de 600 voltampères ici. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, qu'on soit à 90 ou à 114 degrés, on voit que l'impact est de que 750 voltampères. Donc à peu près P0 sur 4, hein, si j'ose dire, au lieu des P0 sur 2, comme si on avait fait que l'analyse au point 5. D'accord? Donc là, c'est ce qui se passe au point 4. Alors, continuons, et on arrive en fait à ces graphes pour histoire de vous bien faire comprendre de ce qui se passe dans les détails au niveau des échanges et au niveau des courants. Je vais vous montrer trois illustrations, et on va se placer à différents points de régulation où la puissance solaire, on l'avait vu, elle dépend de quoi? Eh ben, elle dépend de l'angle d'ouverture, donc la largeur de l'arche, entre guillemets, au niveau temporel, et également ben, la hauteur, donc la puissance nominale P0. D'accord? Donc, je vais vous montrer sur ce premier graphe, en travaillant toujours au point de Linky égale 0 watt, ici par intégration numérique, je trouve 0,7 watts. Et donc, par exemple, si je suppose que j'ai une puissance solaire de 1500 watts, l'angle optimal pour le régulateur, pour le routeur, c'est 90 degrés. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va voir tous les échanges qui va s'interpréter en termes d'air et de couleur. On voit par exemple entre 0 et pi et 90 degrés, on est dans la fameuse injection, donc on injecte dans le réseau, et on injecte combien? Si j'intègre cette air-là, on injecte moins 749,6 watts. En vert, c'est ce que je récupère depuis une 10, pourquoi? Pour aller compléter ma charge pour le ballon ECS. D'accord? Et ce qu'on voit pas, mais c'est juste à la même hauteur que la courbe R verte, c'est la courbe orange, donc il faut l'imaginer à la même hauteur que la courbe verte, c'est ce que j'auto-consomme, c'est le fameux courant que j'envoie directement de ma centrale photovoltaïque dans mon ballon. Et donc, la somme des deux, du vert plus du orange, me forme ce que j'injecte dans mon ballon au total, c'est-à-dire 1500 watts, hein, c'est ce que j'avais. Donc on voit bien que quelque part, le point de régulation commence à se traduire, ben, il faut simplement que l'air bleu est égal à l'air verte. C'est comme ça que la puissance active arrive à équilibrer les choses pour obtenir 0. Donc on va essayer pour enfoncer le clou, de se mettre à d'autres configurations. Par exemple, imaginons que j'ai une puissance solaire à 363 watts et l'angle optimal, entre guillemets, ben, c'est 130 degrés. Alors dans ce cas-là, mais comme j'ai peu de puissance solaire, on voit que l'amplitude de la partie solaire est peu élevée, hein, le I0 est peu élevé. Par contre, vous voyez que la durée dans la demi-période à laquelle j'injecte est assez importante, puisque alpha égale 130 degrés, on est proche des 180 degrés. Donc ici, comme on a dit, il faut que l'air bleu est égal à l'air verte, qui est ici, et moi effectivement j'injecte moins 319, et à cette valeur-là, ce que je récupère depuis Enedis, d'accord, le complément, c'est 318,6. Et ma partie d'autoconsommation, elle est rikiki, et la partie orange, elle est là. Et donc, on sait que la partie orange plus la partie verte, c'est ce que j'envoie, in fine, au total dans le ballon, c'est-à-dire 363 watts, hein, c'est ce que j'avais demandé. D'accord? Donc, on voit bien les choses. La contribution du Enedis pour compléter l'autoconsommation au solaire me donne la courbe en rouge.
On va se mettre dans un autre cas de figure avec plutôt des petits angles alpha. Donc là, ça veut dire qu'on va avoir beaucoup plus de puissance. Ici, imaginons que j'ai une puissance solaire de 2725 watts et qui équivaut à un angle d'alpha de 45 degrés. Donc ici, on voit que l'amplitude ici de l'injection est beaucoup plus grande parce que j'ai plus de puissance solaire, mais la support temporale de l'ouverture est petite puisque alpha vaut que 45 degrés. Ça veut dire que le triac est passant quasiment toute la demi-période. Donc j'injecte combien? Ben, mesurons. Eh bien j'injecte 247,4 watts et le complément, donc le complément de ça, eh ben c'est quoi? Ben c'est ce que j'auto-consomme. Eh ben c'est la partie orange ici. Et la partie orange, eh ben j'autoconsomme directement, c'est 2479. Et du coup, Enedis, ben il a juste besoin de me donner aussi 247 watts, toujours pareil. Le vert plus l'orange, ça me donne la puissance solaire que j'injecte au ballon, c'est-à-dire 2700 watts. Donc pour bien comprendre les choses, on va regarder un peu une animation du fichier Google Colab. On va se retrouver devant le nouveau fichier Google Colab. Dans un de ces derniers blocs, vous avez l'animation, donc je vais l'exécuter. Et qu'est-ce que je fais? Je vais faire une boucle où je fais varier l'angle alpha de 180 à 0, dans le sens rétrograde. Donc au tout début, comme alpha est très très grand, j'en vois quasiment rien. J'ai une puissance solaire toute petite. Et donc finalement la part de courbe bleue, on la devine à peine, elle est toute petite en amplitude, même si elle est large temporellement. Et là, en tout cas, la courbe, l'aire du bleu est égale à l'herbe verte. Et vous voyez à peine apparaître maintenant la partie autoconsommation qui est de l'ordre de quelques watts, dizaines de watts. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, à la fois l'aire de bleu et verte augmente au fur et à mesure que je me rapproche de l'angle de 90 degrés. Et vous voyez également que la partie d'autoconsommation orange augmente aussi ce que j'en consomme automatiquement. Et il existe un point de bascule, le fameux point de bascule qui est à 90 degrés, où l'autoconsommation solaire devient majoritaire et la partie, ce que je soutire de Enedis, rediminue, voilà, rediminue après avoir atteint un maximum à alpha égale 90 pour P0 à une valeur de P0 sur 4 volts ampères. D'accord? Donc c'est ça qui est intéressant. Et vous voyez que l'aire orange devient largement majoritaire, l'aire verte diminue à peau de chagrin et que la somme des deux, le rouge, a des fortes puissances, mais vous voyez que la partie orange d'autoconsommation converge vers l'aire rouge qui, lorsque je m'approche des valeurs de alpha égale 0. Donc je pense qu'on voit bien au travers de cette animation que pour les grands angles alpha, en fait, qu'est-ce qu'on a? On a des petites puissances solaires, d'accord, et donc une toute petite partie d'autoconsommation. Et pour équilibrer à P link égale 0, on a la partie Enedis qui va aller en augmentant tant qu'on se rapproche supérieurement de 90 degrés, et dès qu'on a basculé ce point de basculement justement, la puissance qu'on soutient de Enedis va de nouveau rediminuer jusqu'à atteindre 0 lorsqu'on est à alpha égale 0 degré. Alors ce qui est intéressant également, c'est de regarder la figure du bas où on va voir les courants au point 2 et 3, donc les fameuses au niveau de ce que l'on donne par exemple aux charges réseau, et vous allez voir que les courants que l'on donne sont purement sinusoïdaux. Donc vous allez voir une belle sinusoïde ici où l'amplitude elle va être proportionnelle, on va dire, à la partie solaire, d'accord, mais les deux signaux, que ce soit I charge réseau ou I onduleur, vous les voyez, elles sont superposées, la courbe rouge est égale à la courbe noire, mais reste parfaitement sinusoïdale, d'accord, et elle augmente proportionnellement à ce que ma puissance solaire potentielle peut me permettre. Donc du coup, la contribution que je donne à mon voisinage de courant parfaitement propre augmente en fonction de la puissance solaire. Donc c'est ça qui est intéressant. Alors on va un peu continuer les choses après avoir vu cette animation. Et donc on va un peu résumer un peu tout. Donc au niveau graphique, qu'est-ce qu'on a? On a notre transformateur qui voit lui du routeur uniquement un triac, c'est l'équivalent d'un triac. Les autres charges réseau voient des courbes en courant parfaitement sinusoïdales. Et le fameux point 5 de discorde, finalement, qui n'est pas représentatif de ce qui se passe ni au point 1, ni au point 3,
et ben donc du coup ben, on retrouve bien effectivement ce signal en M inversé. Alors, continuons un peu les choses et pour résumer, voilà, donc ça arrive. Donc le bilan de puissance, on savait qu'au départ avec la norme NFC, on avait droit avec le coefficient de foisonnement jusqu'à 3780 volts ampères. Or nous, qu'est-ce qu'on vient de voir? Eh bien, on vient de voir que au point le plus critique, c'est-à-dire à 90 degrés, on avait eu, lorsque P0 égale 3000 watts, on avait au maximum, en tout cas des échanges entre le transformateur et votre habitation, que 750 volts ampères. Donc par rapport à 3780, on a largement de la marge. Et donc, en fait, c'est paradoxal. Votre routeur, c'est comme s'il divisait le problème de la partie puissance apparente en deux. Une partie, c'est-à-dire P0 sur 4, qui effectivement est bien transportée de vos transformateurs à votre habitation, et donc il y a les échauffements jusqu'à associés à 750 volts ampères, mais l'autre partie, eh ben, elle va alimenter les charges réseau. Donc l'échauffement est plutôt induit sur les transports de vos voisins. Mais en tout cas, on a divisé la puissance apparente en deux, une partie pour chez vous et une partie pour les habitations voisines. Au lieu de quoi, ben, si on n'avait pas eu le routeur, on avait directement installé un triac, d'accord, sans routeur, eh ben, on aurait directement dû absorber les effets de ces 1500 volts ampères et donc votre câblage soit dimensionné, on aurait eu des échauffements associés. Donc, je vais le dire, paradoxalement, le routeur solaire, au contraire, en termes de puissance apparente, il vous aide à combattre un peu les choses. C'est ça qui est intéressant. Alors, donc du coup, c'est ce que j'ai dit, on a vu dans la courbe S-P, on a une sacrée réserve de volts ampères, entre guillemets, avant d'arriver à toucher les limites de la norme NFC. Hein, d'accord, on est à P0 sur 4 au lieu de P0 sur 2. Et donc, finalement, on va faire un résumé général de cette deuxième partie de vidéo. Le routeur n'a aucun effet néfaste, on est 750 volts ampères par rapport à 3700 sur le réseau Enedis, et en termes d'harmonique, comme on a vu que les transformateurs basse tension n'avaient pas obligation d'avoir des condensateurs, en tout cas des systèmes pour lutter contre ces facteurs de forme, d'accord, donc il ne va pas faire échauffer quelque chose qui n'existe pas, pas les bobines, etc., qui sont associées parce qu'il n'y a pas de ce système de redressement. En termes, donc, et c'est surtout très important, c'est que faire la mesure, toutes les mesures au point liquide de puissance apparente, de TDHDI, etc., fait qu'on va voir la superposition des deux phénomènes. Et donc, du coup, on va en conclure des choses erronées. D'accord? En fait, on va conclure qu'il y a des énormes puissances apparentes, des taux de distorsion, par exemple une harmonique H3 qui est du même niveau que l'harmonique H1, et donc on va en tirer ces conclusions alors que c'est pas ce qui se passe au niveau du transformateur ni au niveau de l'onduleur. D'accord? On se retrouve avec des simples cas de triac. Donc, ça aussi, c'était une erreur qui a été commise. Et également de dire, par exemple, que le routeur, d'une manière générale, il leurre le compteur par un mauvais calcul des choses, il y a une période d'échantillonnage, ça on l'avait écarté immédiatement de la première vidéo. Non, parce que d'abord, la puissance active, où toutes les puissances doivent intégrer un minimum de 20 millisecondes, ça c'est sûr par définition, et en plus, au niveau de la puissance active, justement, c'est la seule quantité qui se fait pas, entre guillemets, avoir par le fait qu'à l'intérieur de cette demi-période, on passe du rôle de générateur à consommateur. Et donc, l'équilibre se passe bien. Alors, à contrario, inefficace, puissance apparente et tout ce qui est ensuite déformante, et donc même les harmoniques, est incapable de faire le distinguo entre cette alternance des deux rôles. Et donc, du coup, on peut en tirer des conclusions erronées. Et finalement, les harmoniques qui passent au niveau de l'onduleur, il n'y en a pas. On a vu qu'on avait un signal parfaitement sinusoïdal, donc on ne va pas aller perturber les autres charges de votre maison qui sont alimentées par votre onduleur. Et il n'y a aucune aussi perturbation en termes de courant qui passe dans les habitations voisines. C'est pas votre routeur qui va aller perturber les voisins. Donc il est également faux qu'on pourrait détruire les appareillages du voisinage. Ça, c'est pas vrai. Et du coup, d'une manière générale, il n'y a pas de dégradation, tout simplement, en particulier liée à votre routeur solaire
à la fois sur le voisinage et également sur le transformateur Enedis qui, à limite en termes de puissance apparente, est largement dimensionné pour combattre le pire des cas à 90 degrés, voilà, avec des puissances nominales assez importantes. Bon, j'espère que cette vidéo vous a été claire. Il va y avoir aussi pas mal d'autres points qui vont être abordés dans les autres vidéos et à un moment donné, il va y avoir aussi des mesures réelles qui viennent confirmer tout ce que je viens de dire.